Merci beaucoup de me donner la possibilité d'écouter Laurent et de pouvoir échanger avec vous. Alors d'abord un peu de réflexivité. J'ai une tendance à être émotionnellement impliqué négativement avec la notion de trouble du neurodéveloppement. Et pourquoi? Parce que j'en ai marre que les psychiatres, pour se narcissiser, utilisent mon neuro. C'est quelque chose de révoltant. Mais être révolté et être émotionnellement impliqué, ça n'est pas correct pour une présentation qui se veut un peu raisonnable. Et donc je vais essayer de prendre le contre-pied de ma tendance naturelle. Je vais essayer de discuter avec vous de d'où vient ce terme, en quoi il peut être bien, en quoi il peut ne pas être bien. Voilà. Je n'y arriverai peut-être pas complètement, mais en tout cas, c'est l'effort que je vais faire dans les minutes qui suivent. Alors, je vous propose de commencer par un point de vue historique, parce que ce concept de trouble du neurodéveloppement est récent et ne l'est pas non plus. Dans le monde de la psychiatrie, c'est quand même assez récent, on va le voir, c'est un concept du 21e siècle. Mais en fait, les neurologues en fait, utilisaient déjà le terme il y a de nombreuses années avant, et c'est un peu normal. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un ensemble de pathologies qui manifestement relèvent de la neurologie, tout d'un coup, sont utilisées pour décrire des troubles psychiatriques? Alors, donc, je ne suis pas historien non plus, et donc j'ai essayé de regarder ce qui s'est passé, et il se peut que ça ne soit pas complètement correct, mais vous allez voir, c'est quand même un peu documenté. On trouve d'abord la notion de neurodevelopmental disability dans les années, fin des années 1970, et c'est aux États-Unis, et c'est venu du fait qu'il y avait du handicap, disability, et qu'en fait, pendant longtemps, on s'intéressait surtout aux handicaps non psychiques, non liés au système nerveux central, et qu'il y avait une forme de discrimination, et que du coup, on a mis en avant la nécessité de considérer l'épilepsie, la cécité, la surdité, etc., comme des formes de handicap, mais qui relevaient de handicaps neurodéveloppementaux. Alors, il se passe aussi quelque chose en 1996, lors de la création de la classification internationale des maladies dans sa 10e édition. Pour la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, il y a un axe 2 qui s'appelle Disorder of Psychological Development, donc trouble du développement psychologique. Et dedans, il y a les 10, l'autisme, le syndrome d'Asperger, le syndrome de Rett, avec comme définition de ces troubles du développement psychologique, un début dans l'enfance, un déficit ou un délai dans le développement du fonctionnement fortement associé à la maturation du système nerveux central et une stabilité dans le temps. Et il faut noter que le collègue qui chapeaute la construction de la pédopsychiatrie dans la classification internationale des maladies 10e édition, c'est Michael Rutter, un pédopsychiatre britannique très connu, décédé il n'y a pas longtemps. Donc, Disorder of Psychological Development, 1996. Et c'est en 2008 qu'arrive la notion de trouble du neurodéveloppement telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et c'est Michael Rutter qui la développe dans son manuel. Il a écrit un manuel de pédopsychiatrie extrêmement volumineux qui faisait un peu office de référence dans le champ de la pédopsychiatrie hard. Je dis qu'il faisait parce qu'aujourd'hui, bien entendu, c'est le manuel, c'est le e-textbook de la IACAPAP qui sert de référence en pédopsychiatrie. Je vous le recommande, c'est gratuit, c'est en ligne, c'est à moitié traduit en français. Alors, dans ce chapitre, donc chapitre 3 de la 5e édition, c'est Neurodevelopmental Disorder. Et la définition de ces Neurodevelopmental Disorder, c'est exactement la même, mot pour mot, que la définition des Disorder of Psychological Development. Donc vous voyez déjà,
il y a une curiosité sémantique. Ce qui, en 1996, définissait des troubles du développement psychologique, définit en 2008 ce que sont des troubles du neurodéveloppement. Alors, pourquoi pas, on a le droit de changer d'avis. Et dans ce chapitre 3, il y a 10-15 pages écrites petites qui expliquent pourquoi il est pertinent de développer une telle constellation de troubles. Alors d'abord, quels sont ces troubles? Eh bien, ce sont les troubles qui étaient dans les troubles de développement psychologique, plus l'hyperactivité avec déficit de l'attention, mais moins le syndrome de Rett. Et notamment, il n'y a pas le retard intellectuel. Alors pourquoi? Parce que l'ensemble de ces troubles, globalement, ont tendance plutôt à s'améliorer dans le temps, c'est ce qu'ils disent. Hein. Il y a un sexe ratio déséquilibré, avec plus de garçons atteints que de filles. Il y a une vulnérabilité génétique qui est multifactorielle. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que toutes les maladies monofactorielles ne vont pas être des troubles du neurodéveloppement, et ça c'est dit explicitement. Donc le syndrome de Prader-Willi n'est pas un trouble du neurodéveloppement, le syndrome d'alcoolisation fœtale n'est pas un trouble du neurodéveloppement, les traumas crâniens ne sont pas du trouble, la schizophrénie n'est pas un trouble du neurodéveloppement. Et ces troubles sont comorbides les uns avec les autres. Alors la logique, c'est de dire que finalement, en fait, c'est une position scientifique, hein, c'est de dire que ces troubles, quelque part, se ressemblent un peu dans la façon qu'ils ont se développer au cours du temps. Alors, en 2000, on va le voir, le concept va avoir du succès, un tel succès que Michael Reuter coécrit en 2016 dans le Lancet Psychiatrie un article d'opinion qui s'appelle Neurodevelopmental Disorder et dans lequel il dit « Attention, attention, vous êtes en train de mettre trop de troubles dans les troubles du neurodéveloppement et quelque part ça nous échappe et ça perd de consistance épistémique. » Alors pourquoi, je trouve ça très intéressant, pourquoi au final il est important de soutenir cliniquement la notion de troubles du neurodéveloppement? Parce qu'en fait, comme ils sont co-occurrents les uns avec les autres, ils imposent une prise en charge complexe. Et, sous-entendu, en Grande-Bretagne, parce que Michael Reuter est britannique, en Grande-Bretagne, il y a des silos de prise en charge. Quand vous êtes autiste, vous allez dans un silo de prise en charge pour l'autisme, hyperactif, etc., etc. Et il dit, mais en fait, ça ne marche pas parce que comme il y a une co-occurrence de ces troubles, il faut offrir aux enfants des soins multiples. Et ça, c'est absolument fantastique parce que ce qui se passe en France, c'est exactement le contraire. C'est utiliser l'argument, en ce moment, on utilise l'argument de troubles du neurodéveloppement pour fabriquer des silos de prise en charge. C'est là qu'on voit qu'en fait, la question de la nosologie et de la catégorisation des troubles ne peut pas se concevoir en dehors d'une société et d'un système de soins. Et d'ailleurs, en termes de société, en 2008, au même moment où Michael Reuter bascule des troubles du développement psychologique aux troubles du neurodéveloppement, en 2008, la même année, il y a les RDoC, qui sont les critères proposés par le NIMH, qui déconstruisent complètement la nosographie psychiatrique en disant qu'il n'y a plus de catégories, il y a des dimensions, et ces dimensions s'assoient sur une représentation neurobiologique du sujet. Et donc, ce que l'on méconnaît en France, c'est qu'à l'intérieur même des États-Unis, il y a vraiment un clivage très fort dans les représentations qu'ils se font des pathologies psychiatriques, avec ceux qui sont cliniciens et plus proches des assurances maladie et de la clinique quotidienne qui utilisent le DSM, et puis les chercheurs plus fondamentaux qui considèrent que le DSM est un peu une impasse en termes de nosographie. Alors, pour revenir sur le DSM, c'est en 2013 que le DSM-5 arrive.
avec avec la notion de trouble du neurodéveloppement. Et c'est à partir de 2013 que le nombre d'articles dans la littérature internationale va augmenter de façon considérable. Mais alors le DSM, c'est intéressant, donne une définition des troubles du neurodéveloppement. Ce sont des troubles précoces, par exemple avant l'école primaire, caractérisés par des déficits du développement qui entraînent une altération du fonctionnement personnel, social, scolaire ou professionnel. Alors, je le répète parce que je suis sûr que vous n'êtes pas contre ce qui vient d'être dit, c'est assez large. Hein. Précoce, par exemple avant l'école primaire, caractérisé par un déficit du développement, on fait ça en pédopsychiatrie, qui entraîne une altération du fonctionnement personnel, social, scolaire ou professionnel. Mais où est le neuro là-dedans? Pourquoi appelle-t-on troubles du neurodéveloppement des troubles qui sont comme ça, alors que rien dans la définition n'indique que ça a à voir avec le cerveau? Ça pourrait avoir avec les glandes thyroïdes ou les surrénales, que ça serait pareil. Ça entraînerait une altération du fonctionnement personnel, social, scolaire ou professionnel. Et donc la question, c'est pourquoi mettons le mot neuro sur ces troubles, alors que ces troubles, par définition, dans ce que propose Ruther, éliminent tous les troubles à proprement parler neurologiques. Et d'ailleurs, les neurologues ne se privent pas d'écrire des articles. Dans les années 2000, dans Current Opinion of Neurology, il y a un papier de revue écrit par des neurologues sur les troubles du neurodéveloppement dans lesquels ils mettent la paralysie cérébrale, la cécité, la surdité et tous leurs troubles qui sont neurodéveloppementaux pour eux. Et ils ont bien raison, ils sont bien totalement légitimes en tant que neurologues de définir ce que sont les troubles du neurodéveloppement. C'est quand même complètement stupéfiant de voir que ce soit un psychiatre qui s'approprie le droit de définir ce que c'est qu'un trouble du développement ou pas. Alors pourquoi ce truc complètement paradoxal? Eh bien, avant tout, parce que c'est la mode. C'est la mode, c'est-à-dire que vous avez vu aujourd'hui, il y a une neurophilosophie, il y a une neuroéconomie, il y a une neurosociologie. Dès que vous mettez le mot neuro à quelque chose, tout d'un coup, vous êtes à la page et vous êtes du côté intellectuel, quoi. Vous êtes sérieux. Alors que si vous parlez de l'intériorité, par exemple, aujourd'hui, on vous regarde avec des yeux ouverts. Et effectivement, on vit dans une société où il y a un déni d'intériorité et un culte d'une pseudo-rationalité. Et ça, il faut s'y arrêter au moins 5 minutes. Il y a un déni d'intériorité. D'ailleurs, vous voyez, je vous le dis, alors nous sommes dans le monde de la psychiatrie, donc on peut quand même encore parler de vie psychique, mais si vous, dans le monde de l'académie, si vous dites, ben voilà, les sujets humains ont une vie intérieure, qui peut dire le contraire? Hein, il y a même Philippe Descola, comme vous le savez, qui est un anthropologue, qui a montré que c'était un invariant culturel. Partout sur la planète, les humains ont ce qu'ils appellent une intériorité et une physicalité. Donc, ils vivent avec quelque chose qu'on ne peut pas toucher, et ce quelque chose les interpelle. Alors, on va y mettre des esprits, on va y mettre l'âme, on va y mettre de la spiritualité, on va y mettre des sciences cognitives, etc., etc. Chacun va y mettre des choses différentes, mais nous vivons avec une intériorité. Et aujourd'hui, dans le monde académique, on ne peut pas parler de ça. C'est comme ça. Dès qu'on dit nous avons une intériorité, tout le monde regarde ses chaussures en disant qu'est-ce qu'il y arrive, etc. Alors, ça vient d'où ? Ça vient, pour certains, de ce qu'on appelle le tournant de la nature au XVIIe siècle, avec Galilée, Descartes, Newton, qui consiste à dire que, finalement, pour vraiment avancer rationnellement dans l'acquisition des connaissances, il faut se situer en dehors de ce que l'on observe. Et donc, forcément, on va se situer en dehors de notre intériorité, puisque l'intériorité, elle est à l'intérieur de nous. Et c'est de là que va naître la notion d'objectivité. On peut acquérir un savoir sur les objets. Et donc, c'est effectivement ces trois savants. Alors, après, ça donne le positivisme, c'est-à-dire qu'on élimine même jusqu'à la notion de cause, qui est métaphysique, et donc tout
tout doit être complètement plus ou moins factuel. Je le dis avec beaucoup de maladresse et je suis sûr que Mathias ne manquera pas de le faire remarquer tout à l'heure. Exactement. Alors après, ce que l'on ignore aussi, c'est qu'il y a eu la révolution industrielle, le taylorisme et le fordisme. C'est-à-dire qu'on va mettre cette espèce de rationalité, de façon de concevoir que le savoir s'explique de façon externe à l'objet étudié, et on va faire ça sur des ouvriers qui travaillent, et je ne dis pas forcément que c'est mal, hein. Il y a eu des études qui ont montré que le taylorisme permettait de diminuer les blessures physiques des ouvriers, donc je n'ai pas de valeur morale là-dessus, mais c'est juste une réalité. On va chronométrer les tâches des différents travailleurs pour l'optimiser, on va expliquer le rendement et ça va conduire à un succès commercial, au capitalisme, etc. On peut voir les sciences cognitives un peu dans la même perspective, c'est-à-dire que le sujet humain est un système traitant des informations. Il n'y a pas vraiment à proprement parler d'intériorité, il y a un calcul, et là aussi, on est bien obligé de constater que les sciences cognitives, ça marche très très bien, hein. Ça permet de faire des sciences extrêmement fascinantes avec des résultats extraordinaires, mais c'est une certaine façon de représenter le sujet pensant avec un relatif déni d'intériorité. Il y a même jusque le prix Nobel d'économie Kahneman avec le système rapide et lent de traitement de l'information en considérant implicitement que celui qui est lent est rationnel, c'est-à-dire avec de la logique, quand même il est meilleur, et que celui qui est rapide et intuitif, il est intéressant parce qu'il est rapide, mais il se trompe. Le sujet humain, vous savez, a des biais. L'acteur économique est biaisé dans ses choix parce qu'il n'est pas rationnel. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte que parfois, on a intérêt à ne pas être rationnel et on a intérêt à aller vite et même on peut avoir intérêt à se tromper. Et puis, il y a bien sûr l'envahissement des algorithmes. Aujourd'hui, vous avez vu, dès que vous devez remplir des papiers en ligne, eh bien, on vous pose une question, vous devrez cocher des cases, et si vous voulez répondre par autre chose, vous ne pouvez pas. Vous êtes contraint par répondre oui, non, autre, oui, et si non, etc. Et donc, il y a une espèce de contrainte dans le fait que s'il y a une rationalité de façade, il n'y a que des choix en oui ou non. Et finalement, vous, en tant que sujet libre, voulant tout envoyer balader, vous ne pouvez plus. Et donc, à la fin, on a une représentation de l'humain comme un robot, et avec la notion de nudge. Vous voyez ça, c'est par exemple les mouches qu'on met dans les urinoirs pour hommes, où donc on colle une mouche dans le fond de l'urinoir, parce que comme ça, inconsciemment, les hommes vont pisser sur la mouche, et comme ça minimise le nombre d'éclaboussures, donc ça raccourcit le temps pour nettoyer les urinoirs. Et ça marche. Et ça marche. C'est comme ça qu'on considère l'humain. Et c'est pour le bien de l'humanité qu'on le considère de cette façon. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Pourquoi pas, grâce à ça, on va sur la Lune, on a des smartphones, on se voit aujourd'hui, il y a des gens qui nous voient en ligne, et sinon ils ne nous auraient pas vus. Donc encore une fois, j'ai l'air de dénigrer tout ce qui se passe, mais peut-être que c'est grâce à ça qu'on a fabriqué des vaccins ARN et qu'on est vacciné, et que peut-être qu'un certain nombre d'entre nous ne seraient pas ici aujourd'hui. Voilà. Alors, il y a ça, donc un pan de la société avec un déni d'intériorité, un culte de la rationalité, et donc la nécessité de mettre du neuro sur le psy. Parce que comme ça, au moins, tout s'explique. Il y a un cerveau qui traite des informations, et puis quand ça ne va pas, il est malade, et donc on va soigner le cerveau, et puis donc les gens ne vont plus être malades. Ça obéit à cette logique, et peut-être que ça peut marcher. Peut-être que ça peut marcher. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, quand même, quand on donne un antipsychotique à un patient schizophrène délirant, ça marche. Et sans ça, ça serait beaucoup plus difficile de les soigner. Alors néanmoins, les sociétés ne sont pas que comme ça. Il y a aussi un autre pan de la société. On appelle ça de la postmodernité. Où il y en a marre de ça, il y en a marre de pisser sur des mouches, etc. Alors, dans le monde du soin, il y a par exemple le handicap. C'est très, très intéressant pour nous, parce qu'on cohabite avec les troubles, les maladies, et le handicap. Le handicap est vraiment une notion postmoderne. C'est pas le sujet
souffrant n'est pas souffrant parce qu'il traite mal son information dans le cas de la psychiatrie, le sujet va mal à cause d'une incompatibilité entre lui et la société. Donc on voit, c'est complètement un paradigme différent. Complètement. Ce qui d'ailleurs nous complique un peu la vie, et ça on va le voir après, c'est qu'on est obligé de vivre avec les deux. On est obligé de vivre avec des paradigmes qui sont complètement incompatibles. La notion de rétablissement, hein, qui est très utilisée aujourd'hui, je crois, autour de nous dans cet endroit, est aussi complètement orthogonale à une pensée moderne, c'est-à-dire de déni d'intériorité et de culte de la rationalité. Dans le rétablissement, c'est l'individu qui se retrouve dans sa vie. On voit bien qu'on ne parle pas du tout de la même chose. La question de la singularité, de l'identité. Je suis un sujet unique. Alors que, avec une pensée un peu moderne, ben, nous avons tous un cœur, deux poumons, deux reins, une vessie, un cerveau. Dans le cerveau, il y a nos noyaux gris centraux, le cortex préfrontal. On est tous pareils, en fait. Hein. Alors, à la loupe, on est un peu différents, mais fondamentalement, on est tous pareils. Alors que, bon, aujourd'hui, vous savez qu'il y a un courant dans la société qui considère que nous sommes tous singuliers. À la limite, on se regroupe en petites communautés. Mais ce qui compte, c'est mon identité, ce qui fait que je suis identique à moi-même. Je suis unique et identique à moi-même. Et c'est ça qui est très important. Et vous me voyez venir, eh bien, il y a en ce moment une espèce de connectivité entre certains phénotypes psychiatriques et le fait que c'est revendiqué comme étant une identité. Voilà, et nos concitoyens vont aujourd'hui beaucoup délaisser la médecine classique occidentale extrêmement pseudo-rationnelle pour aller voir des soignants différents. Et vous savez que ça pose problème, on entend ça tous les jours dans les médias. Et donc, ça coince. Voilà, ça coince. On est dans une médecine, en particulier en psychiatrie, qui marche sur deux jambes sans se rendre compte qu'elle marche sur deux jambes et donc elle boite. Et ça conduit à des situations difficiles. Je prendrai juste celle de la transidentité. Ben, effectivement, pourquoi ne pas considérer que la transidentité est une maladie neurodéveloppementale? Pourquoi pas? Mais à ce moment-là, c'est juste socialement indicible. Aujourd'hui, si vous dites que la question du trouble d'identité de genre ou de l'incongruence de genre est un trouble du neurodéveloppement, vous vous faites clouer au pilori. Et d'ailleurs, peut-être à juste titre. Donc on voit bien qu'on est coincé dans ces représentations. Alors comment s'en sortir? Comment s'en sortir? Eh bien, soyons au clair et honnêtes avec les histoires qu'on raconte. Alors d'abord, soyons concrets, puisque nous sommes dans le monde médical, pas forcément des philosophes, et donc ce qui compte avant tout, c'est que ça serve. Donc, à la limite, peut-être que la notion de TND, c'est juste à la mode, mais si ça sert à quelque chose, bah, tant mieux. Et donc, à quoi ça sert le concept de TND? Alors, j'ai des collègues qui me disent que ça leur est utile. Ils me disent, ça me permet de voir le patient différemment. C'est que, effectivement, classiquement, en médecine, on est comme dans la pneumonie à pneumocoque, y a une cause, une maladie, et pour soigner, on agit sur la cause et le patient est guéri. Mais en fait, avec cette notion de trouble du neurodéveloppement, on se rend compte que c'est une trajectoire développementale, que c'est un cerveau qui est différent, et que du coup, on ne va pas soigner ça comme une pneumonie. Pourquoi pas? Alors, il y a les histoires des comorbidités, du fait que si je vois un patient hyperactif, eh bien, il va falloir que je fasse un bilan orthophonique parce que je sais qu'il y a une co-occurrence de ces troubles. Pourquoi pas? Alors, là, ce qui commence à m'étonner un petit peu, c'est que, ah mais oui, mais, et tu vois, par exemple, on se rend compte que dans la schizophrénie, en fait, c'est pareil, puisque vous savez qu'il y a des prodromes maintenant dans la schizophrénie, et que quelque part, si on regarde vraiment bien le développement des enfants, mais souvent, il y avait des anomalies neurologiques mineures qui conduisent à ce qu'on peut appeler une schizophrénie après, et qu'on est en train de voir la même chose avec les troubles du comportement alimentaire, que donc ça permet d'avoir une vision globale de la problématique, une certaine vision des troubles pédopsychiatriques. Et d'ailleurs, quelque part, ce qui explique la spécificité sûrement de la pédopsychiatrie par rapport aux autres maladies, c'est ce qu'on appelle la néoténie, c'est que le petit humain né prématuré, ça peut... Alors,
comment on montre ça scientifiquement? En fait, il y a une corrélation très très forte, une association linéaire très forte entre la durée de gestation d'un fœtus, si on prend tous les mammifères terrestres, donc durée de gestation, et puis volume du cerveau. Les données sont en ligne sur Internet, donc vous pouvez refaire le calcul. Et il y a deux outliers qui sont évidents, l'éléphant et l'humain. Donc on met l'éléphant de côté, si on prend l'humain, on le projette sur la droite, et on voit que la durée de gestation, compte tenu du volume de son cerveau, devrait être autour de 20 mois. Et donc du coup, alors pourquoi ça? À cause de la station debout, qui impose au bassin de la femme d'être plus étroit. Donc le détroit inférieur par lequel passe le fœtus lors de l'accouchement est beaucoup plus étroit que chez les primates. Et donc du coup, comme en plus le fœtus humain a un gros cerveau, eh bien, pour que ça puisse passer, il faut qu'il naisse prématurément. Et ça va avoir une double conséquence. Un, c'est que eh bien, l'alimentation, les infections virales, etc., vont avoir un impact encore plus grand chez le petit humain parce qu'il est à l'air libre alors qu'il est prématuré, alors qu'il est fragile. Et donc, effectivement, le développement du système nerveux central du petit humain est plus problématique et peut donner lieu à des bifurcations éventuellement. Et puis, en parallèle, le petit humain va se trouver dans sa famille alors qu'il est prématuré. Et donc, l'impact de tout ce qui se passe dans sa vie familiale, la violence, la douceur, la musique, etc., va conditionner son développement ultérieur. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que les champs théoriques qui nourrissent la pédopsychiatrie sont aussi variés. Nous devons nous intéresser au cerveau, nous devons nous intéresser aux interactions familiales et à l'attachement, etc. Et que la notion du trouble du neurodéveloppement permet de mettre un zoom sur le cerveau. Et il faut être honnête, pendant longtemps, les pédopsychiatres ont fait un peu l'impasse sur le cerveau. Donc pourquoi pas? Et d'ailleurs, il y a d'autres spécialités médicales, les addictions, l'obésité, où on s'est rendu compte que c'était développemental aussi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on commence, vous savez, à prendre des toxiques, en fait, eh bien, il y a une espèce de structuration du cerveau qui va faire que ça va être très difficile de revenir en arrière avec un marquage épigénétique, avec tout ce baratin extrêmement savant. Pareil pour l'obésité, vous savez qu'une fois qu'on commence à prendre du poids, on en prend davantage, etc. À un certain moment, eh bien, c'est plus possible de revenir en arrière, à part de faire appel à des thérapeutiques extrêmement drastiques. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, d'accord, mais à ce moment-là, essayons de regarder le concept. Qu'est-ce qu'on entend par trouble du neurodéveloppement? Comment on les définit? Eh bien, moi, je ne sais toujours pas. Je ne sais toujours pas. Est-ce que c'est la définition de Michael Rutter? Mais à ce moment-là, il n'y a pas la schizophrénie, il n'y a pas les troubles du comportement alimentaire, il n'y a pas le Prader-Willi, il n'y a pas le SAF, il n'y a pas le retard mental, il n'y a pas tout ça, ce que de fait on met aujourd'hui dans les troubles du neurodéveloppement. Alors à ce moment-là, c'est le DSM. Dans le DSM, il n'y a rien de neuro. Pourquoi on appellerait ça des troubles du neurodéveloppement? Alors on prend ce que disent les neurologues. Ben à ce moment-là, eh ben, c'est aux neurologues de s'occuper des troubles du neurodéveloppement, puisque c'est eux qui les définissent. Et puis même, vous savez, en ce moment, les pédopsychiatres, il y a une nouvelle mode qui est le trauma complexe. Pourquoi pas? C'est intéressant. C'est intéressant. Mais en fait, un trauma, ça modifie le cerveau. Ça modifie le cerveau dans son développement. Donc les traumas complexes, c'est des troubles du neurodéveloppement. Donc tout est... Et pareil, les enfants anxieux et déprimés, moi, je suis prêt à parier que quand ils avaient 2 ou 3 ans, leur cerveau, il était différent aussi. Et à ce moment-là, ben, si vous mettez tous les traumas, les troubles anxio-dépressifs, l'anorexie mentale, la schizophrénie, l'autisme, l'hyperactivité dans les troubles du neurodéveloppement, tout est un trouble du neurodéveloppement. Mais d'ailleurs, c'est logique. En fait, un enfant se développe, il a un cerveau, il a un environnement, et quand ça va mal, souvent, ça vient des deux. Donc, au moins pour partie, tout est un trouble du neurodéveloppement. Donc, d'accord, mais à ce moment-là, pourquoi on appelle ça trouble du neurodéveloppement? Il manque l'autre côté, qui est l'environnement. Mais bien sûr que l'environnement est très important, quand bien même on est autiste, hyperactif ou avec un trouble des apprentissages. Donc, pourquoi neuro? Et là, à part le fait que ça soit à la mode, je ne vois pas d'explication.
Alors, de notre côté, trouble du neurodéveloppement. Mais pourquoi trouble? Alors, on va dire parce que les maladies existent vraiment. Voilà, les maladies existent vraiment. Voilà, et donc ben c'est comme ça, il y a l'infarctus, il y a les cancers du rein, etc. Ça existe, ça se voit, ça se touche, et donc ben, on appelle ça des troubles. Alors, ben oui, mais sauf que c'est pas vrai dans une large mesure, et par exemple, la notion de cancer du sein ou de cancer du rein est en train de disparaître. Alors, les tumeurs resteront, les patients aussi, mais le mot cancer du rein, cancer du sein, est en train de disparaître. Pourquoi? Parce qu'en fait, le nom de nos maladies existe avant tout pour opérationnaliser un soin. Donc, tant que le cancer du sein implique radiothérapie, tumorectomie, chimiothérapie, alors ça fait sens de dire que c'est un cancer du sein. Mais comme c'est en train de devenir aujourd'hui, les traitements anticancéreux agissent avant tout sur des cibles génétiques, on a en ce moment des chimiothérapies anticancéreuses agnostiques, c'est-à-dire indépendantes de la localisation de la tumeur, mais qui se focalisent sur une anomalie génétique. Et pour les cancérologues, c'est ça l'avenir. Et donc on aura des thérapies ciblées avec un anticorps qui va vers une cible spécifique, peu importe que ce soit le sein, le rein, le névus, etc. C'est pas le problème. Et donc en fait, ben, en psychiatrie c'est pareil quoi. En psychiatrie, c'est pareil. Les patients, ils existent. On peut en faire des catégories, il n'y a aucun problème. On peut avoir un accord interjuge là-dessus. Mais ça peut bouger au cours du temps. Donc, est-ce que ça existe vraiment? Moi, j'en sais rien. Alors, il y a des collègues qui disent on a le droit d'appeler ça des troubles parce que c'est notre métier. On est psychiatre, on est médecin, on a le droit de définir les maladies. Alors, c'est vrai que les cardiologues définissent l'infarctus du myocarde. Personne ne va leur dénier ça. Pour nous, c'est plus compliqué parce que il y a quelque chose qu'on appelle l'alliance thérapeutique. Et que la maladie a un impact dans l'alliance thérapeutique. La maladie est quelque chose d'extrêmement fort dans la relation avec le patient et les familles, et que l'usage de certains mots va pouvoir aider l'alliance thérapeutique ou la détruire. Et donc nous ne sommes pas complètement libres des mots que nous devons et que nous pouvons utiliser. Et que si la société considère que le mot autisme, hyperactivité, etc. a un certain sens, nous sommes obligés de faire avec ce sens. Les diagnostics psychiatriques n'appartiennent pas aux psychiatres. C'est comme ça. C'est comme ça. On peut le regretter, c'est pas mon cas, mais de toute façon, si on veut bien faire notre métier, eh bien, on est obligé de l'accepter. Alors après, il y a des collègues qui disent « Ah oui, alors, parce qu'on va dire c'est une identité. Aujourd'hui, autisme, c'est une identité, comme être homosexuel, comme être gaucher, comme être droitier, comme être hyperactif, comme même avoir un 10. Mais alors, il y a des collègues qui disent « Ok, d'accord, mais c'est aussi un trouble. » On peut avoir une identité et un trouble. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, SOPK, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Hein, il y a aujourd'hui des femmes qui arrivent et qui voient leur médecin généraliste, qui ça y est, j'ai trouvé sur Internet, je suis SOPK, syndrome des ovaires polykystiques. Donc c'est une identité, comme l'endométriose, c'est une identité, et c'est une maladie aussi. Et d'ailleurs, les gynécologues doivent faire avec, et ça leur pose problème, parce que nous, on en débat, eux, c'est plus compliqué. Donc le syndrome des ovaires polykystiques est à la fois une maladie et à la fois une identité. Et donc peut-être que les troubles du neurodéveloppement peuvent être en même temps une identité et en même temps un trouble ou une maladie. Eh ben non. Eh ben non, pourquoi? Parce que le syndrome des ovaires polykystiques, ça n'a rien de bon. Alors que l'autisme, l'hyperactivité, les 10,
ça peut avoir ça peut être délétère, mais ça peut avoir du bon aussi. On le sait aujourd'hui. Dans l'autisme, c'était connu. Il y a des intérêts spécifiques avec des capacités cognitives extraordinaires. On le sait dans l'hyperactivité. On sait que les enfants hyperactifs sont plus créatifs, sont plus spontanés, sont plus empathiques souvent, etc. Et puis, je pensais que dans les 10, c'était râpé, que c'était forcément délétère. Et aujourd'hui, on sait que, en fait, certains enfants 10 bénéficient, dans leur fonctionnement cognitif, de ce qui était considéré comme un défect, et uniquement comme un défect. Donc, j'en arrive à la conclusion. Je ne vois pas comment sauver le concept de trouble du neurodéveloppement. Je comprends les collègues qui y trouvent leur compte. Je les comprends. Mais non seulement conceptuellement, ce truc-là n'est pas défini aujourd'hui, et je ne vois pas comment on peut travailler sérieusement avec un ensemble de troubles qui n'est pas défini. Deuxièmement, le mot trouble, je pense qu'on ne peut plus l'utiliser, parce que ça n'est pas un trouble. Voilà, ces troubles ne sont pas que des troubles. Alors vous me direz, oui, bien sûr, être autiste, ça peut être bien, mais quand même, être autiste, ça peut être complètement dramatique. Eh bien oui, justement, il y a peut-être dans ce que l'on appelle un spectre de l'autisme, pourquoi pas, donc moi je ne suis pas spécialiste de l'autisme du tout, donc ça n'est pas à moi à dire si ce spectre a une validité clinique et scientifique, hein, mais je suis prêt à l'accepter. Par contre, je pense qu'il est légitime que dans ce spectre, il faut différencier certains enfants qui sont tellement en rupture dans leur existence qu'effectivement ils relèvent d'un soin, et d'un soin médical et psychiatrique, parce qu'ils sont en souffrance, leur famille aussi, et qu'il faut les aider. Mais qu'à l'autre bout du spectre, c'est une identité, c'est une façon d'être au monde, peut-être temporaire, peut-être pas, et que, à la limite, du fait de cette identité différente et qu'elle ne soit pas acceptée dans la société, il peut y avoir de la souffrance et le médecin et le psychiatre ou psychologue peut avoir un rôle à jouer là-dedans, mais certainement pas en corrigeant l'identité. Et donc d'un côté, il y aurait une diversité, alors on va dire neurodéveloppementale, mais pourquoi marquer neuro, encore une fois? Parce que cette diversité, en fait, n'est pas forcément lié uniquement au développement du système nerveux central. Il y a une diversité dans la façon d'être, dans la façon d'exister, et c'est très bien. Et d'ailleurs, peut-être que c'est utile pour notre espèce, qu'il y ait de la diversité. Et de l'autre côté, il y aurait des syndromes cliniques qu'on pourrait appeler syndrome de Soukareva, en nom de peut-être la collègue russe qui avait découvert, publié pour la première fois ce qu'était l'autisme, le syndrome de Steele dans l'hyperactivité, etc., qui relèverait d'une clinique parce que le sujet étant en rupture de son existence, manifestement, il a besoin de soins spécialisés. Voilà ce que je voulais vous dire et en tout cas, merci de m'avoir écouté.